Votre Altesse, le Prince Albert II de Monaco, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le représentant de la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Monsieur le maire, sénateur-maire de Marseille, chers amis, bonjour. La mer Méditerranée, étymologiquement la mer au milieu des terres, la Mare Nostrum, comme vous l'avez bien dit, Monsieur le sénateur, pour les Romains, est l'un des berceaux de la civilisation mondiale. Ces dieux la déchirent encore aujourd'hui, mais la science la rassemble. Parmi les 4 grandes civilisations qui ont inventé l'écriture au 4e millénaire avant notre ère, en Chine, en Mésopotamie, en Égypte, et ce que nous appelons aujourd'hui en Amérique latine, avec les Olmèques et les Mayas, la civilisation méditerranéenne fut la seule à inventer l'alphabet, et c'est l'alphabet phénicien, 1500 ans avant notre ère. La Grèce antique, ensuite, a vu les mathématiques sortir de l'utilitaire pour devenir conceptuelles. Avec Thalès, le principe d'explication des phénomènes observés n'est plus transcendantal, mais réel. Les lois sont dictées par la nature et les théories rationnelles, où les mathématiques sont dominantes, procurent des explications chiffrées. Par exemple, Pythagore découvrit, 500 ans avant notre ère, une relation numérique entre les oscillations des cordes de la lyre, qui fut la première numérisation mathématique de la musique. Avec Galilée, elle engendra la démarche scientifique. Galilée, l'astronome, était aussi physicien. Il était intéressé par la chute des corps et il va se servir d'un plan incliné, qui est une machine simple utilisée depuis l'Antiquité pour hisser des objets lourds et établir un lien entre le temps, à chaque fois que la boule passe devant une clochette, et la distance. Et il affirme, dans l'Essayeur, paru en 1623, que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. La démarche scientifique, au sens confrontation théorie-expérience, devint une des méthodes puissantes qui fit progresser la connaissance et s'étendit au monde entier. Elle fit de l'Europe le geyser de la science. L'océanographie prend le statut d'une science quantifiable en 1872 avec l'expédition Challenger, sous la supervision de l'Irlandais Charles Thomson. Le bateau parcourut près de 120 000 kilomètres à travers les océans Atlantique, Austral, Indien et Pacifique. Le but principal était d'étudier les animaux pélagiques et de comprendre la circulation des eaux dans les océans. Mais à cette même époque, votre ancêtre, le prince Albert Ier de Monaco, se passionnait pour l'océanographie et fit de la mer Méditerranée l'un des éléments clés en recherche marine. Et il fonde, en 1889, l'Institut océanographique de Monaco. Bon nombre de stations marines ont été construites depuis sur le pourtour du bassin méditerranéen. Et au début du XXe siècle, on trouve l'opportunité de promouvoir l'exploration de la mer Méditerranée pour la pêche et on propose la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée, la CUSM, dont nous avons aujourd'hui le 40e congrès scientifique. Mais aujourd'hui, l'ère méditerranéenne est toujours un lieu de production scientifique intense. Mais elle est aussi soumise à une expansion démographique rapide, fortement localisée sur son littoral, auquel s'ajoute un tourisme saisonnier inégalement réparti sur ses côtes. Son trafic maritime est croissant. Avec seulement 1% de la surface des mers, la Méditerranée concentre à elle seule 2% de la pêche mondiale, 25% du trafic maritime et un tiers du pétrole mondial transite par cette mer. Déjà menacée par des aléas sismiques pouvant même déclencher des tsunamis, cette région va en outre subir les impacts d'un climat en évolution rapide, impliquant des événements météorologiques intenses comme la sécheresse, le feu, l'eutrophisation des eaux. Il est clair que les besoins socio-économiques des régions méditerranéennes gagneraient à un couplage plus étroit avec les nombreux programmes scientifiques qui se mettent en place.
Partant du constat que nombre de décisions en matière de développement souffrent d'une insuffisance de bases et de références scientifiques fiables, il semble opportun de mettre en place un dispositif d'aide à la décision afin de combler le hiatus entre les acquis scientifiques et les besoins du développement des entreprises et des populations concernées. Et cela est un des objectifs majeurs du rapport sur les objectifs du millénaire qui exprime « Bridging the gap between scientific output and the needs of the stakeholders ». C'est l'une des missions que s'est fixé le groupe interacadémique pour le développement, dit le GID, qui, en relation avec la CIESM, qui met en réseau les compétences réunies au sein des dispositifs de recherche, afin de développer un usage mieux intégré et plus collaboratif des données d'observation qui y sont recueillies. Alors ce groupe a 4 missions: promouvoir l'éducation, et on a l'éducation des femmes à la santé. Et là, j'aimerais particulièrement remercier le prince Albert II pour avoir soutenu Espoir pour la santé, et qui nous est extrêmement utile. Et puis il a aussi un programme d'espace scientifique méditerranéen et surtout le réseau interacadémique où toutes les académies scientifiques et technologiques du pourtour méditerranéen se mettent en réseau pour essayer d'un côté de faire le pas qui convient, c'est-à-dire d'aider et de demander aux scientifiques d'aller un peu plus vers les décideurs et aux décideurs de faire aussi parfois un effort pour mieux les comprendre. J'espère donc que ce 4e, alors je voulais dire que l'Académie des sciences était un des leaders, mais ça c'est moins important. Ce 40e congrès, qui est le plus grand forum sur la recherche marine en Méditerranée et en mer Noire, sera, j'en suis sûre, le lieu de rencontre fructueuse pour le devenir de cette région. Et je vous remercie.